André Roy est avec nous. Il est le président de l'Association québécoise des médecins du sport et physiatre, évidemment, dans sa spécialité. Monsieur Roy, merci d'être là. Ça fait plaisir. Parlons de tout ce phénomène des chocs, du sport, de façon générale, mais du choc que ça entraîne sur l'organisme. C'est assez important, le contact. Là. Pourtant, on est structuré pour être capable d'en prendre. Il me semble que des fois, un Francis n'a pas reçu le coup de Pacioretty. Lui, il est hypothéqué, l'autre ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas juste l'importance du coup, il y a la façon dont ça se produit ou quoi? Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a certaines régions du corps qui sont mieux protégées que les autres. Et curieusement, les blessures graves ou les plus graves vont survenir aux régions qui sont les moins bien protégées. Ce qu'on voit chez les joueurs de hockey ou encore de football, une protection au niveau du cou? Absolument pas. La tête est protégée par un casque protecteur, mais on sait que le cerveau, c'est un petit peu comme un jello qui est dans un bol. Et quand il est frappé, même s'il y a un casque, il y a les coups et les contre-coups, puis c'est... Alors, le casque protège davantage d'être blessé, enfoncer la boîte crânienne, que le cerveau lui-même de bouger à l'intérieur de cette structure osseuse-là. Là. Exactement. Alors, être secoué avec un casque ou être sans choc. Être secoué avec un casque ou secoué sans casque, le dommage est le même à l'intérieur. Bien, il y a toujours, évidemment, l'impact du coup, du traumatisme qui est important. On mettra un casque à un bébé puis on le secoue, ou un bébé secoué pas de casque, le dommage deviendrait le même. Oui, effectivement. Alors, donc, c'est l'impact... qui est protégé par le casque. Exactement. OK, parfait. Et les bébés, d'ailleurs, ont un problème qui est bien connu, où est-ce que le syndrome de l'enfant secoué, avec des conséquences au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Alors, une commotion cérébrale, eh bien, c'est une condition qui arrive suite à un coup et qui entraîne des symptômes. Okay. Généralement, cette commotion-là n'entraînera aucune... enfin, le coup n'entraînera aucune séquelle visible dans les tests d'imagerie. Et donc, ça demeure quand même un traumatisme crânien qui est moins sévère qu'un traumatisme qui cause un saignement, par exemple, au cerveau. Donc, une commotion cérébrale, ça n'amène pas une fuite ou un segment, non. Si minime soit-il? Non, pas du tout. Ça entraîne des symptômes, mais vous savez, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui existent, qui ont été faites sur des cerveaux de joueurs de joueurs de football et de boxeurs qui sont décédés et qui ont démontré que d'être soumis à des traumatismes répétés au niveau du cerveau entraîne des lésions qui sont objectivables et qui causent qui mène à la démence, un peu comme la maladie d'Alzheimer. Bien, Cassius Clay, présentement, sa maladie a été certainement précipitée par le nombre de coups qu'il a reçus. Ça, c'est indéniable. Et il y a plusieurs cas comme ça. Okay. Là, on vient de parler du cerveau. Je voudrais qu'on parle de la colonne vertébrale parce que on sous-estime cette structure-là. Tout à fait. Tu sais, on parle d'une jambe, le tibia, le fémur, le pyrénées, le crâne, le frontal, occipital, etc., etc., cage thoracique, on parle de ça. La colonne vertébrale, on ne parle pas de ça. Et c'est le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Tout à fait, tout à fait. Prenons donc cette colonne qui est une colonne vertébrale d'un adulte. C'est de la reproduction, mais à l'âge adulte, on a tous ça. Tout à fait. OK, elle est faite comme ça. Alors, si on parle si on s'en remet à la fracture qui a été subie par Max Pacioretty. Oui. Alors, donc on voit ici, je ne sais pas quelle vue est-ce qu'on a, donc on a plutôt une vue de profil. De côté, là, Alors, on peut voir de profil que c'est la 4e vertèbre cervicale qui a été fracturée. Alors, c'est le corps de la vertèbre. C'est une fracture qui est non déplacée. Ça veut dire que c'est une fracture stable. Et donc, il n'y a pas de risque qu'elle entraîne une compression de la moelle épinière et une paralysie, comme c'est arrivé, par exemple, à Francis. Venez avec moi ici au tableau, parce que là, dans la structure, on ne le voit pas. Alors, on va coucher notre colonne vertébrale, puis là, on a une vertèbre qui est comme ça. OK? Magnifique. Et ici, il y a un trou. OK? Bon. Ça, là, c'est ce qu'on sent dans notre dos. On regarde par là, c'est ça?
Oui, vous avez pris un bon cours d'anatomie. Pas si pire, hein? Pas si pire. OK. Très bien même. Dans ce tuyau-là, ici, c'est la couette de fil qui passe. Oui. C'est les nerfs, c'est tout ce qu'il y a qui me va du cerveau au bout de mes orteils et au bout de mes ongles. C'est le câble qui transmet l'information du cerveau vers tous les organes. Pas juste les bras et les jambes, mais les organes internes aussi. OK, parfait. Entre chaque, j'ai un disque qui est un coussin. Exactement. Un choc. Exactement. Parfait. Là, j'en ai un autre ici. Puis là, vous me dites, lui, il y a eu une fracture ici, non déplacée. Oui. Donc, ça veut dire que cette fracture non déplacée n'a pas entraîné un déplacement de la vertèbre vers le canal où est située la moelle épinière. Qui peut l'endommager, la couper à la limite complètement. Exactement. Ou encore partiellement. Voilà. Donc, avoir touché 2-3 fils, celui qui sera au bout des orteils, celui qui sera au bout des mains, peu importe, je ne sais pas. C'est ça, ça dépend de la sévérité de la compression. Plus la compression est sévère, plus l'atteinte est sévère. On va retourner à notre place parce que vous m'avez parlé de C4, mais pourquoi c'est important que ça va avec celle-là? Si ça passe là, il va m'arriver la même chose si je me casse celle-là que celle-là, non? Oui, tout à fait, sauf que si la fracture survient ici, bien, les jambes ne seront pas touchées. OK, également, tous les organes, si on parle par exemple d'une fracture de la dernière vertèbre, OK, donc L5 ici. L5 ici. Donc, à ce moment-là, tout le message, tous les signaux qui partent du cerveau puis qui vont au bras. Jusque-là. Et qui vont au cœur, aux poumons, aux intestins, aux reins, à la vessie, ne seront pas touchés. Donc, on va avoir une fonction normale. Parce que tout ce qu'on voit, nous, c'est de l'extérieur, c'est que la personne est paralysée. Mais par contre, les organes aussi sont paralysés dans une certaine mesure. Ils sont altérés, ne fonctionnent plus normalement. Par exemple, impossible d'aller uriner spontanément comme nous, on peut le faire. Impossible d'aller à la selle spontanément. Avec C4, C5? Exactement. Alors que ici à L5, on va avoir une paralysie qui va toucher les membres inférieurs, qui peut toucher aussi certains organes bas, mais les impacts sont moins... etc., etc. Exactement. Les impacts sont moins importants. Il n'en demeure pas moins que ça demeure une blessure grave si quelqu'un est paralysé. Comment ça se fait que c'est ça qui me sort pas de la tête, je peux ne plus avoir mes bras, je peux ne plus avoir mes jambes, mais je vais respirer. Oui. Le respire se fait aussi par ces influx nerveux-là. C'est parce qu'il y a un nerf qui part de ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc qui est plus haut que la colonne, qui est dans le cerveau, à la région postérieure, qui descend et qui n'est pas ou qui est moins affecté par ces... Revenons à Pacioretty. Oui. Alors, on est dans C4, fracture qui n'a pas bougé. Exactement. Vous ne pouvez pas mettre ça dans le plâtre. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'immobilisez? On met un collet rigide. Combien de temps? Classiquement, on parle d'une immobilisation de 6 semaines. Évidemment, c'est médecin dépendant, mais généralement, la colonne cervicale va être immobilisée pendant 6 semaines. Et ça se refait comme de l'os à un fémur ou à un tibia? C'est comme une fracture du poignet, par exemple. Hein. C'est des choses qu'on voit Fémur sans déplacement? Il peut y avoir un petit déplacement. Bon, il y a toutes sortes de critères chirurgicaux, mais le traitement de base, c'est l'immobilisation. L'os se reforme, l'os guérit. Et puis, par la suite, on entreprend la réadaptation. Est-ce que là-dedans, dans cette fracture-là, je perds des capacités, même si je suis réparé? Parce que je me brise un poignet, j'ai plus la même flexibilité que j'avais. Exactement. Est-ce que c'est la même chose? C'est possible, oui, c'est possible. Le temps nous le dira. Il peut ne plus être le joueur de hockey qu'il était. Ben, il ne faut pas oublier, il y a la blessure physique, hein, mais il y a aussi la commotion cérébrale, il y a aussi la blessure psychologique. Combien il y a de joueurs qui ont été blessés et qui n'ont plus jamais été les mêmes à leur retour au jeu? Hein? Il y a de nombreux exemples. Alors il y a des effets psychologiques importants. Tout à fait. Parce que tu dis, je m'en retourne pas là. Ben, donc, tu ne donnes pas le deuxième effort que tu faisais lorsque tu étais vierge. Exactement. Ben, il y a un trouble de stress post-traumatique qui peut s'installer aussi avec des gens qui revivent la situation, qui ont des troubles du sommeil, un ensemble de facteurs. Est-il imaginable, vous, médecin dans le sport, d'avoir un équipement qui viendrait protéger cette partie? On voit des gens au football avec certains collets. On a vu des joueurs de hockey avec un genre de boudin, là, ici, autour, pour empêcher que ça aille à gauche puis à droite. Ça marche-tu, ça? Ça pourrait être utilisé
Par contre, il faudrait que ce soit quelque chose qui est très flexible, qui nuirait pas à la mobilité de la colonne cervicale, parce que un peu comme quand on conduit un auto puis qu'on a besoin d'aller dans nos angles morts. Ça aussi, ça aide notre sécurité. Exactement. Donc, c'est des pièces d'équipement qui pourraient être éventuellement utilisées. Est-ce que ça va avoir un impact majeur? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être accepté par les joueurs? Il y a toujours un problème d'attitude. Hein? On le sait avec la visière, il y en a qui ne veulent pas la porter. Mon fils de 11 ans joue au niveau Pee-Wee. À 3 minutes de la fin du match, il a reçu un coup par derrière qui l'a projeté dans le filet, le blessant au dos. Il est tombé, s'est relevé avant de recevoir un deuxième coup qui, cette fois, l'a blessé à la tête et au cou très gravement. C'est le fun, à 11 ans. Ouais. Il est resté inconscient sur la patinoire pendant de longues minutes. L'auteur du geste a été puni avec un 2 minutes pour rudesse. Il faut que ces gestes cessent. Vous, dans le suivi du sport, est-ce qu'on a cette culture de la précaution? Est-ce qu'on a de la prévention? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord et avant tout... Bon, il y a certaines ligues, bon, il y a du sport sans contact, il y a du sport avec contact. Déjà, quand on entre dans des ligues avec du sport avec contact, on augmente les risques de blessure. Oui. Donc, il y a une certaine prévention qui existe, mais en fonction du niveau de compétition. Plus le niveau est faible, moins il y a de contact, plus c'est sécuritaire. Quand on arrive dans des niveaux plus compétitifs avec contact, là, c'est là que le problème survient. Et à mon avis, tant que la Ligue nationale ne fera tout simplement pas respecter les règlements, puis qu'elle va donner à tous ces jeunes qui regardent puis qui s'inspirent du modèle, okay. On va continuer à Dernière question. La moelle épinière, on a-tu trouvé moyen de faire ça de façon artificielle? Là? On fait des veines puis des vaisseaux sanguins artificiels. Là. Non, pour l'instant, il y a de la recherche qui se fait, mais il n'y a encore aucune, à ma connaissance, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune intervention chirurgicale qui permet de reconnecter une moelle de régénérer une moelle épinière. Et c'est la même chose pour les problèmes pour le cerveau. On n'a pas encore d'intervention. Puis, un message là, qui est bien important, c'est que le public comprenne que c'est pas juste des symptômes. On a des séquelles, on a des études qui démontrent qu'il y a des séquelles permanentes qui surviennent suite à des coups répétés en faisant du sport. Et puis, en médecine, on a cette notion de consentement ou décision éclairée. Et je pense que les gens doivent... Ils ne sont pas éclairés. Ils ne sont absolument pas éclairés lorsque leurs jeunes s'adonnent à un sport. Et puis, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Je suis toujours découragé, moi, quand je vois sur un aréna puis qu'ils disent « Ah ouais, plante-les! » Plante-les, là, c'est Francis. Exactement. Merci beaucoup, Dr. André Roy, président de l'Association québécoise des médecins du sport et physiatre de concentration de formation de spécialisation. Merci, docteur. Merci bien.